Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va aborder le thème d'évaluation radiographique d'une fracture, c'est-à-dire sur une radiographie standard, comment analyser une fracture, comment la décrire. Un trait de fracture, n'importe qui pourra le deviner en suivant à peu près l'architecture des os, en comparant peut-être, on arrivera à deviner quand même quand il est évident. Mais l'approche systématique, la description précise, ces éléments relèvent de la spécialité médicale. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, on commence par le plan qu'on va suivre dans l'interprétation et qui est le plan de cette vidéo aujourd'hui. On commence par une petite introduction. On passe à la description elle-même et on finit par une conclusion. C'est comme si on décrivait un paysage, mais là, c'est pas un très beau paysage parce qu'il s'agira d'une fracture. L'introduction comportera un titre. On précisera l'incidence, tout en ayant à l'esprit la règle des deux. La règle des deux, c'est une règle importante en matière de radiographie de l'appareil locomoteur, des fractures, de l'appareil locomoteur en général, à vrai dire. Et on va détailler tous ces éléments par la suite, un par un, c'est simple. Il suffit d'avoir confiance à ce qu'on voit, de ne pas inventer, d'utiliser les termes adéquats qu'on va voir au fur et à mesure. Pour la description, on est dans l'obligation de décrire, de préciser le siège. Avant de parler de cette fracture, de ce trait, il faut qu'on s'oriente dans l'espace. Où sommes-nous? Le siège. Et cet élément, je ne vais pas laisser jusqu'à ce qu'on arrive à la partie siège, mais je vais le dire maintenant. C'est un élément très important. Est-ce que c'est articulaire ou extra-articulaire? C'est important. On détaillera par la suite. Le siège. Le trait, on va décrire le trait, sa direction, sa forme, etc. On va voir par la suite. Les déplacements, parce qu'il y en a plusieurs, sur plusieurs axes. Il y a ceux qu'on peut voir sur le profil, ceux qu'on peut voir sur le face. On détaillera par la suite. La surface de contact, parce que quand il y a fracture, les fragments vont se déplacer. Ce déplacement, est-ce qu'il va leur laisser un peu de surface de contact ou non? On précisera en pourcentage sur le face, sur le profil aussi. On verra par la suite. Et puis on finira, ou presque avant de finir, par les lésions associées. Si on est en train d'analyser une fracture, il ne faut pas passer à côté d'une luxation ou d'une fracture à proximité. Voilà, donc c'est une analyse globale. On fera le tour de tous ces éléments afin d'arriver à un certain résultat, afin d'arriver à une réponse. Est-ce que cette fracture est stable ou pas? C'est une fracture, c'est une question importante à se poser au début de chaque analyse. Est-ce que cette fracture est stable ou non? Et au fur et à mesure de notre interprétation, on arrivera quand même à un résultat. Est-ce que cette fracture est stable ou pas? Parce que ça a un retentissement sur la décision thérapeutique. Et puis, à la fin, on a la petite conclusion, le petit résumé de
de notre interprétation. Et là, je tiens à préciser que on n'a pas le droit de parler de fracture jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion. C'est-à-dire, là, quand on est en introduction, lorsqu'on décrit et tout, on ne parle pas de fracture. C'est jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion qu'on va utiliser le terme fracture. On verra par la suite quel sera le terme qu'on va utiliser avant d'arriver à la conclusion. On commence notre analyse systématique par notre introduction. On suivra le plan qu'on a abordé tout à l'heure. Donc, introduction, on précisera le titre. Il faut s'orienter dans l'espace. On est dans quelle région? Il s'agira d'une radiographie de coude, poignet, hanche, ou bien radiographie de la main, de la jambe, du bassin. On remarque ici qu'il s'agit d'articulation et là qu'il s'agit de régions anatomiques. Après avoir précisé le titre, on précise il s'agit de quelle incidence. On a le face, le profil et des incidences spécifiques, particulières, devant certaines fractures, dans certaines régions, on est amené à demander des incidences spécifiques. On citera l'exemple de l'incidence de Schneck dans les fractures du scaphoïde. Et les 3/4 au niveau de la main, au niveau des pieds. Voilà. À vrai dire, quand on est clinicien, ce titre et cette incidence, on va les préciser lorsqu'on prescrit, lorsqu'on demande cette radiographie. On est orienté par notre examen clinique vers cette région où on suspecte une fracture, cette région œdémaciée, cette région où il y a une impotence fonctionnelle et surtout là où une douleur exquise est déclenchée par la palpation osseuse. Mais quand on interprète selon ce qu'on voit, selon ce qu'on a entre nos mains. Une radiographie de telle région, telle incidence. Maintenant, on passe à la règle des deux, qui est une règle très importante en matière de radiographie de l'appareil locomoteur. On verra par la suite pourquoi elle est si importante. Donc, on vient de dire que dans notre introduction, on précisera le titre, radiographie de quoi, l'incidence, quelle incidence, et c'est ce qu'on demande en clinique. Et puis, troisièmement, il faut avoir à l'esprit cette règle des deux pour avoir une interprétation correcte et pour ne pas passer à côté de lésions. La règle des deux. Donc, on a les deux incidences, deux articulations, deux occasions, deux membres. Donc, deux incidences. Et lorsqu'on interprète une radiographie,
pour avoir une interprétation correcte, il faut avoir entre nos mains deux incidences. Et pas n'importe quelles deux incidences, mais deux incidences orthogonales, formant l'une avec l'autre un angle de 90 degrés. Pourquoi? L'os a une structure en 3D. Il est tridimensionnel. Une incidence nous donnera une vision en 2D. On n'aura pas la possibilité de s'orienter dans l'espace avec une seule image en 2D. Donc, il nous faut une deuxième incidence orthogonale pour avoir la troisième dimension. Et comme les anglo-saxons disent, one view is no view. Donc, toujours, il faut avoir entre nos mains deux incidences orthogonales pour se localiser dans l'espace, vu que les structures osseuses sont tridimensionnelles. Une image bidimensionnelle, ce n'est pas la joie. On risque de passer à côté de lésions. Voilà, deux articulations. Quelles articulations? La sus et la sous-jacente. Une fracture est causée par un traumatisme. Le traumatisme peut casser l'os et peut causer aussi une luxation articulaire. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de luxation articulaire, sauf si on voit les articulations sous- et sous-jacentes dans leur place non luxée. Donc c'est pour voir s'il y a une luxation associée. Mais même dans la description de la fracture elle-même, on aura besoin de ces deux articulations. On verra par la suite, quand on parlera des déplacements, qu'on est censé dire s'il y a une rotation selon l'axe longitudinal ou pas. Par exemple, voilà un fragment osseux, un fragment distal. Et on veut savoir est-ce que ce fragment distal a tourné autour de cet axe longitudinal ou pas. Sur les diaphyses, on n'a pas un repère qui nous permettra de dire s'il y a une rotation ou non. Mais si on a une articulation là, avec sa structure particulière, et l'articulation en haut avec sa disposition anatomique particulière, on peut, grâce à ces repères anatomiques, savoir est-ce que ce fragment a fait une rotation autour de son axe longitudinal ou pas. D'où l'intérêt d'avoir les articulations sous- et sous-jacentes. Et voilà, on avance dans la règle des deux occasions. Deux occasions. Certaines fractures, lorsqu'elles se présentent, la clinique, elle est là, on fait une radiographie, il y a une fracture, mais elle n'est pas visible sur la radiographie immédiatement. Donc, sur la radiographie immédiate, la lésion, elle n'est pas visible. Mais si on refait une radiographie quelques jours après, disons 10 jours après, elle sera bien visible. C'est le cas des fractures du scaphoïde et les fractures de fatigue. Immédiatement, elles ne sont pas visibles. Mais si on refait la radiographie 10 jours après, et c'est ce qu'on va faire, on peut la déceler facilement. Donc, ce qu'on fait, nous, lorsque quelqu'un se présente avec une présentation clinique d'une fracture du scaphoïde, on ne voit rien dans la radiographie.
on immobilise et on lui demande de revenir 10 jours après avec une radiographie 10 jours après. Et là, on voit notre trait de fracture qui était invisible 10 jours auparavant. Donc, et maintenant, deux membres. Deux membres à titre comparatif. Quand est-ce qu'on demande? Donc, on a la clinique, elle est à droite. Mais nous, on demande une radiographie sur le côté sain et sur le côté où on suspecte une fracture à titre comparatif. C'est chez les enfants. Parce que chez les enfants, on a ce cartilage de conjugaison et puis on peut confondre un trait de fracture avec du cartilage de conjugaison, mais quand on a deux radios des deux membres, en comparant, on saura où est le cartilage du conjugaison et où est le trait de la fracture. Donc, récapitulation de cette introduction. On précise le titre, il s'agit de quelle radiographie. On précise l'incidence, face, profil, incidence particulière. Et puis, il faut avoir à l'esprit la règle des deux. Est-ce qu'on a entre nos mains deux incidences orthogonales pour se localiser dans l'espace? Est-ce qu'on a les deux articulations sous- et susjacentes pour éliminer une luxation et pour une description adéquate de la fracture en matière de rotation? Deux occasions, si il s'agit d'une fracture du scaphoïde par exemple, 10 jours après elle sera visible. Deux membres quand on est face à un enfant avec du cartilage de conjugaison. Et c'était la règle des deux avec l'introduction. On a terminé notre introduction, on a précisé le titre, on a précisé l'incidence, on a eu à l'esprit la règle des deux. Maintenant, passons au vif du sujet, à la description de la fracture proprement dite. On avait dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit d'utiliser le terme fracture avant d'arriver à la conclusion. Donc, on n'utilise pas le terme fracture avant d'arriver à la conclusion. C'est la conclusion finale qui sera qu'on a trouvé une fracture. Avant d'y arriver, on parle de solution de continuité. Lorsqu'on cherche une fracture sur une radiographie standard, qu'est-ce qu'on fait? On suit les bords de l'os, on suit, et hop, on tombe sur cette rupture, sur cette interruption de continuité. Là, ça se continue, mais quand on arrive au trait de la fracture, il n'y a plus de continuité. Et c'est ce que le mot solution veut dire. Au sens étymologique du mot solution, c'est séparé en parties, il s'agit de désagrégation. Voilà, donc on utilise le terme solution de continuité. Après avoir parlé de solution de continuité, on précisera son siège. C'est le premier élément de description où se situe la solution de continuité. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une solution de continuité articulaire ou extra-articulaire? C'est la première question la plus importante en matière du siège. Lorsqu'on décrira, on précisera s'il s'agit d'un siège épiphysaire, métaphysaire ou diaphysaire.
Voilà. Métaphysère, épiphysaire, on précisera est-ce que c'est distal ou proximal. Donc c'est distal, proximal. Pour la diaphyse, on va la diviser en 3 tiers. Le tiers proximal, le tiers moyen et le tiers distal. Dans cet exemple, on a une solution de continuité siégeant dans le tiers moyen de la diaphyse. On peut dire mid-diaphysaire. On continue notre description en décrivant le trait de la solution de continuité. On précisera s'il s'agit d'un trait complet ou incomplet. Et surtout s'il s'agit d'un trait simple ou complexe. Dans chaque catégorie, simple, complexe, on a différents types de traits. Dans le simple, on a l'oblique court, le transverse, le sphéroïde. Dans le complexe, on a le troisième fragment, la bifocale et la fracture comminutive. Donc, on va détailler un par un. On va donner à chacun une description avec laquelle on va le reconnaître sur une radiographie et on va parler du mécanisme aboutissant à chaque type de trait. Donc, quand on a des forces compressives, des forces de compression, on aura un trait oblique court. Un oblique court. Voilà. Compression, oblique court. Les forces de tension aboutiront à un trait transversal qui est plus stable que l'oblique court. Donc, le transversal va former avec le grand axe du fragment un angle de 90 degrés. L'oblique court, quant à lui, va former un angle aigu. Quand on décrira un trait oblique court, il faut préciser la direction. Il est oblique en bas et en dedans si on prend ce côté comme médial et ce côté comme latéral. Donc, il sera oblique en bas et en dedans. Le sphéroïde, donc le trait sphéroïde, c'est le mécanisme par torsion. Donc, torsion, voilà, par là. C'est quand on fait ça, une torsion. On aura un trait plus ou moins lent et l'impression que les fragments ont tourné autour de leur axe longitudinal. Je vais essayer de le représenter de manière schématique. Voilà. Mais c'est de manière très schématique. Mais vous pouvez voir les vraies images pour les garder à l'esprit. La mémoire visuelle, c'est génial. Hein? Donc, le sphéroïde, à peu près c'est ça. Il est plus ou moins lent et on a l'impression que les fragments ont tourné l'un autour de l'autre, autour de leur axe longitudinal. L'oblique court, transverse, le sphéroïde, compression, tension et torsion.
Il s'agit de traits simples. On remarque qu'on a 2 fragments seulement. Le trait a séparé l'os en 2 fragments seulement. Donc, simple, 2 fragments. Donc, pour le complexe, on aura sûrement plus de 2 fragments. Plus de 2. On commence par le 3e fragment en aile de papillon. Dans ce cas, voilà. J'ai essayé de schématiser. Plus on a de fragments, plus la fracture devient de plus en plus instable, devient de plus en plus complexe. Donc là, on a 1, 2, les 2 fragments, plus un 3e qui s'est détaché en aile de papillon. C'est à peu près ça. On remarque ici qu'il s'agit d'un trait transversal, comme celui-là. Donc, pour le mécanisme, ça peut être par tension ou par torsion. On peut avoir un trait sphéroïde et puis on aura un 3e segment qui sera détaché en aile de papillon. On a schématisé un seul exemple. C'est dans le cas quand il s'agit d'un par tension, un transversal et puis il va détacher un 3e fragment. Ensuite, la bifocale et la comminutive. Dans la bifocale, on a plusieurs forces. Bon, 2 forces parce que bifocale, donc on aura 2 foyers de fracture. Par exemple, une force directe. Pardon. On aura un trait là, comme ça. Et puis une autre force par là. Et un autre trait par là. Bifocale, on a 2 foyers de fracture, 2 foyers fracturaires. Celle-là, c'est la bifocale. Si on avait un 3e foyer par là, on aurait dit il s'agit d'une trifocale. Donc, plusieurs forces. Là, on a 2 forces directes. Pour la fracture comminutive, là, je parle de fracture, mais lorsqu'on sera en train de décrire une fracture, on ne va pas utiliser ce terme jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion. Pour la comminutive, on aura une seule force directe et sévère. Là, les traits ne vont pas se rencontrer quelque part en un point. Mais dans la fracture comminutive, on a l'impression que tous les traits sont originaires d'un même point, voilà, de manière schématique, et la comminution est définie comme étant une perte de substance osseuse, et dans le cas de fracture comminutive, on aura besoin d'une greffe osseuse pour permettre le remodelage par la suite. Donc voilà, on a fait le tour des différents traits simples, complexes. Dans les traits simples, on a l'oblique court, on décrit la direction, le transverse, le sphéroïde. Dans les complexes, plus de 2 fragments, on a le 3e, une fracture transversale ou sphéroïde avec 3e fragment en aile de papillon, la bifocale, plusieurs foyers. Si on avait un 3e, on aurait dit une trifocale. La comminutive, les traits vont se rencontrer en un point.
on a l'impression qu'ils émergent du même origine. Voilà. Pour pourquoi c'est important de décrire le trait? Parce que ça nous informe sur le mécanisme de la lésion et ça informe aussi sur la stabilité. Un trait complexe, il sera moins stable. Un trait simple, il sera plus stable. Dans les traits simples, un transversal sera plus simple que l'oblique court. Et voilà, etc. On a fait le tour des traits, donc complet, incomplet. On a des fractures particulières chez l'enfant qui sont incomplets. Simple, complexe, 2 fragments, plus de 2 fragments. Le troisième fragment en aile de papillon qui peut être par tension, par torsion. La bifocale, les traits ne vont pas se rencontrer en un point, contrairement à la comminutive. Donc, oblique court, transversal, sphéroïde. Simple, 2 fragments. Complexe, plus de 2 fragments. Troisième fragment en aile de papillon. La bifocale et la comminutive. On verra par la suite, après avoir fait le tour des différents traits. Maintenant, on va voir la partie la plus amusante, celle des déplacements. Les déplacements, on va les décrire sur le face et sur le profil. Les déplacements, on va les décrire selon l'axe longitudinal et selon l'axe transversal. On va voir et on va détailler cette partie amusante de la description des fractures. On passe à la partie la plus amusante de la description d'une fracture, les déplacements. Lorsqu'on a une solution de continuité, les fragments peuvent garder leur même position relative l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire, il y a une solution de continuité, mais aucun fragment n'a bougé, aucun fragment n'a changé de position par rapport à l'autre. Il s'agit dans ce cas d'une fracture non déplacée. Non déplacée. Quand les fragments peuvent changer de position dans l'espace, ce fragment peut aller par là, peut monter, chevaucher avec le fragment proximal. Donc, on a besoin d'une terminologie précise pour décrire ces déplacements dans l'espace. Les déplacements qui peuvent avoir lieu, ils peuvent avoir lieu selon l'axe transversal, selon l'axe longitudinal. Donc, on va voir ces déplacements un par un sur le face, sur le profil, selon l'axe transversal et selon l'axe longitudinal. Donc, selon l'axe transversal, selon l'axe longitudinal. On va schématiser un petit peu. Bon, il y a une convention importante à savoir avant de décrire les déplacements. On décrit toujours le déplacement du segment distal par rapport au proximal. Si je vous dis que par là c'est le latéral, par là c'est le médial. On peut dire que le segment proximal est médial par rapport au distal, comme on peut dire que le segment distal, il est latéralisé par rapport au proximal. La convention dit que on va décrire les déplacements du segment distal par rapport au segment proximal.
Voilà une notion importante, une convention importante. Comme ça, tout le monde va parler le même langage. Selon l'axe transversal, on a la translation et l'ongulation. La translation en unité millimétrique, c'est-à-dire millimètres, centimètres, l'ongulation en degrés. Selon l'axe longitudinal, on a le chevauchement qui est millimétrique et la rotation en degrés. L'axe transversal, fragment proximal et fragment distal. Le fragment distal est supposé être là, mais il a changé de position selon cet axe. Si on dit qu'il s'agit d'une radiographie de face, par là c'est le latéral et par là c'est le médial, c'est facile de dire qu'il y a une translation latérale du segment distal. Donc, il y a une translation latérale. Sur le plan pratique, comment déceler la translation et même le chevauchement? On prend un point sur le fragment distal. Donc, sur le fragment distal, je prends un point et on note sa position, sa nouvelle position par rapport à sa position d'origine, par rapport à son point d'attache sur le segment proximal. Donc ce point-là, il est censé être ici. Mais il est là. Donc il est translaté latéralement. Voilà. La translation du segment distal par rapport au proximal. S'il était par là, on aurait dit qu'il s'agit d'une translation médiale. Ce point-là, il est censé être ici, mais il est translaté selon l'axe transversal. Bon, ça quand on est de face. Si nous étions de profil, on n'a pas le médial et le latéral. On aura le postérieur et l'antérieur. Donc, c'est le même principe. C'est le même principe. Le point sur le segment, sur le fragment distal, son point d'attache sur le proximal, il est censé être là. Mais là, il est ici. Il est translaté en postérieur. Il est translaté en antérieur. On a changé l'incidence. Nous étions de profil. Donc, de face, on voit la translation latérale et médiale. De profil, translation en postérieur ou en antérieur. Donc, la translation de face et de profil. De face, c'est médial ou latéral. De profil, antérieur et postérieur. J'espère que ce point est clair parce qu'il est simple et facile. Segment proximal, segment distal. La nouvelle position d'un point par rapport à son point d'attache. Si je suis de face, et là c'est latéral, là c'est médial,
Donc, c'est une translation latérale de ce point par rapport, parce qu'on est selon l'axe transversal. Le point qui était censé là, le point qui était censé être là, il est là. Donc, on a une translation latérale. S'il était ici, le point qui était censé être là, maintenant, il est là. Translation médiale. Si nous étions de profil, c'est fragment proximal, fragment distal, axe longitudinal, transversal, désolé, un point, son point d'attache, il est censé être là, mais il est là. On est deux profils. Disons que là c'est l'antérieur et là c'est le postérieur. Il est translaté en antérieur. Voilà, c'est simple. Ne vous inquiétez pas, on va voir un tableau récapitulatif pour mettre dans l'ordre tout ça. Là, on est en train d'aborder déplacement par déplacement. Ensuite, on va voir un tableau récapitulatif pour mettre les choses dans l'ordre. Donc, les déplacements sur un axe, d'abord on a dit non déplacé, puis les déplacements selon un axe transversal, selon un axe longitudinal. Selon l'axe transversal, c'est un déplacement latéral ou médial si on est de face. Antérieur ou postérieur, c'est si on est de profil. Voyons l'intérêt d'avoir deux incidences orthogonales. On aura une vision 3D à la fin. Il faut avoir à l'esprit notre anatomie et ça devient simple et facile. Maintenant, l'ongulation. Segment proximal, fragment proximal et fragment distal. Tout à l'heure, pour la translation, on a utilisé un point sur le fragment distal pour déceler la translation. En matière d'ongulation, on aura besoin de l'axe. Et un point ne sera pas suffisant, mais l'axe, le grand axe, du distal par rapport au proximal. Ces deux fragments sont censés avoir le même axe. Mais là, celui-là a basculé, s'est ongulé, comme ça. Ils étaient comme ça, mais il a changé d'angle. Voilà, c'est une ongulation. Il était censé être comme ça, en continuité avec l'axe du segment proximal, du fragment proximal. Mais il a changé d'angulation, il est parti comme ça. Ça, c'est une angulation. On a défini une angulation. Maintenant, on utilisera des termes précis comme médial, latéral, antérieur, postérieur sur le face, sur le profil pour décrire cette angulation. Donc, on a commencé par décrire qu'est-ce qu'une angulation et puis on trouvera le terme adéquat pour la décrire. C'est simple. On a le fragment proximal, le fragment distal, cet axe qui était censé se continuer comme ça, mais celui-là a changé d'avis, a changé d'angle. Donc, et cet axe
a changé sa position dans l'espace selon un axe transversal. Il est venu par là. Le distal par rapport au proximal. Comment on va définir cette direction de changement de position selon l'angulation? Si nous étions de face, là c'est le latéral, là c'est le médial, c'est une angulation en latéral. On appelle ça valgus. Si c'était le contraire, par exemple, ce fragment est venu en médial, comme ça, et donc cet axe est venu en médial, on aurait dit varus. Bon, une petite astuce pour se rappeler de varus valgus. Valgus contient L pour latéral. Donc c'est simple, sur le face, c'est valgus, varus, valgus. Si l'axe vient en latéral, varus s'il vient en médial. Maintenant, si on est de profil, si nous étions de profil et on a l'antérieur, postérieur et antérieur. Donc là, l'angulation, elle est partie en postérieur. On appelle ça recurvatum. Recurvatum. Quand ça va en postérieur. Si c'était le contraire et le fragment est venu comme ça, l'axe s'est angulé dans cette direction, on aurait parlé de flessum, recurvatum. Bon, même le terme nous donne l'impression que quelque chose a basculé en arrière. C'est recurvatum. Quand ça vient en antérieur, c'est flessum. Il y a une petite définition, entre guillemets, à mentionner. On dit que, donc, voilà, c'est le postérieur, l'antérieur. Comment on appelle cette angulation? Il a basculé en postérieur. C'est un recurvatum. Dans le recurvatum, l'angle est ouvert en avant. Pour voir l'ouverture de l'angle en avant, je vais effacer les pointillés et laisser que les deux axes. Cet angle-là, il est plus grand que celui-là. Donc, angle ouvert en avant. Recurvatum bascule en postérieur, l'angle est ouvert en avant. Si c'était en antérieur, un flessum et l'angle est ouvert en arrière. Une petite définition à mentionner. Donc, récapitulation. Petite récapitulation. Fracture non déplacée. Les fragments n'ont pas changé de position l'un par rapport à l'autre dans l'espace. Déplacement. On décrit le déplacement du fragment distal par rapport au proximal. Les déplacements peuvent survenir selon l'axe transversal ou l'axe longitudinal. Dans l'axe transversal, on a la translation en millimètres, l'angulation en degrés. Les deux, on va les voir sur le face et sur le profil. Pour la translation, on utilise un point sur le fragment distal
par rapport à son point d'attachement sur le fragment proximal. On voit comment ce point a bougé. Sa nouvelle position par rapport à sa position d'origine. Donc, il a translaté sur le face médial ou latéral, sur le profil antérieur et ou postérieur. L'angulation en degrés, il faut voir la nouvelle position de l'axe, du fragment distal par rapport au proximal. Il y a une petite remarque. Je m'excuse. Bon, je vous prie de m'excuser pour ce petit problème technique. Une petite remarque. On vient de dire que l'angulation, l'axe du fragment distal, on voit sa nouvelle position par rapport à sa position d'origine. Il est censé être comme ça, mais il a basculé par là. Si c'était le latéral, on dira que c'est un valgus. Si c'était en médial, on dira que c'est varus. Si c'était postérieur, recurvatum, antérieur, flessum. C'est très simple. Maintenant, il y a une petite remarque à mentionner aussi. Si le fragment distal était là, et l'axe était comme ça. Les deux axes sont parallèles. Dans ce cas, si les deux axes sont parallèles, pas d'angulation. On n'a pas d'angulation. Angulation en degrés sur le face, c'est varus, valgus. Valgus en latéral, varus en médial. Sur le profil, on a le recurvatum, bascule en postérieur, et le flessum, bascule en antérieur. Pour la translation, on utilise un point. Pour l'angulation, on utilise l'axe. La partie la plus lourde est passée. Là, on dira deux mots et on va bientôt finir. Selon l'axe longitudinal, donc on a toujours le fragment proximal, le fragment distal. Le fragment distal, il est là. Ce point, sur toujours la position du fragment distal par rapport au proximal. Ce point-là, il est censé être ici. On est dans l'axe longitudinal. Ce point, c'est sa position d'origine, elle est là. La nouvelle position, elle est là. Il est ascensionné. Il a monté. Il a chevauché. Un déplacement dans le sens contraire, c'est-à-dire un écartement ou voilà, les fragments qui s'éloignent, normalement il n'a pas lieu, sauf s'il est iatrogène, réduction excessive. Voilà, c'est ça le chevauchement. Donc, à vrai dire, sur une radiographie, quand, par exemple, voilà, et on a le latéral, le médial. On est de face, par exemple. On prend ce point. Ça, c'est le fragment distal. Son point d'origine. On voit, selon l'axe transversal, il est censé être là,
mais il est là. Translation médiale. Sur l'axe longitudinal, il est censé être là, mais il est là. Ascensionné, chevauchement. Un seul point sur le fragment distal par rapport à son point d'origine ou à son point d'attachement va nous donner la translation selon l'axe transversal et le chevauchement. Le chevauchement, on peut le voir sur le face et sur le profil. Pour la rotation, selon l'axe longitudinal, pour savoir est-ce que ce fragment distal a tourné autour de son axe longitudinal par rapport au fragment proximal. Sur une diaphyse, on ne peut pas savoir. Nous avons besoin d'un repère. Voyons cet exemple. Supposons que celui-là est un os. Là, on a une articulation sous-jacente. Là, une articulation sous-jacente. L'articulation va servir comme un repère. Cette partie, ce fragment du bouchon, c'est mon repère. Je sais que, à l'état normal, ils sont comme ça. L'un, on regarde de l'autre. S'il y a une fracture ici, et ça reste comme ça, donc je compare par rapport à la position d'origine, cette partie n'a pas tourné. Elle est toujours, on regarde, les bouchons sont toujours l'un par rapport à l'autre, ils gardent la même rotation, il n'a pas tourné par rapport à l'axe longitudinal. Mais s'il devient comme ça, je peux deviner que ça a tourné parce que sa nouvelle position, elle est là. S'il a tourné par là, je peux deviner parce que j'ai un repère. D'où l'intérêt d'avoir l'articulation sous et sus-jacente. Dans certaines régions particulières, on peut avoir une partie anatomique qui peut nous orienter pour savoir est-ce qu'il y a une rotation ou pas. La rotation, elle est calculée en degrés. Et voilà pour le déplacement. On a fait le tour des différents déplacements. La partie la plus lourde de la description qui est devenue la plus simple, j'espère. Récapitulation des déplacements. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez sur le tableau récapitulatif de la description tout ce dont vous avez besoin. Là, on va récapituler un peu les déplacements. Donc, on avait dit sur le plan, selon l'axe transversal, voilà, selon l'axe longitudinal, et toujours fragment distal par rapport au proximal. On commence selon l'axe transversal, position d'origine. Sur le face, on a par là le latéral et par là le médial. Là, on est de face. Sur le profil, on a le postérieur et l'antérieur. Les déplacements, selon l'axe transversal, on a la translation millimétrique et l'angulation en degrés. La translation, si c'était celui-là le point d'origine,
la nouvelle position, si il va en latéral, c'est une translation latérale, translation médiale sur le face, translation postérieure, translation antérieure sur le profil. Il n'y a pas plus simple que ça. La translation, on l'a définie par un point. L'angulation, on a besoin de l'axe. L'axe, la nouvelle position de l'axe du fragment distal. Il est censé être dans cette position. S'il bascule comme ça, sur le face, vers le latéral, c'est un valgus. Sur le face toujours, il bascule en médial, c'est un varus, valgus latéral, le L. Si c'était sur le profil, il vient en postérieur. Donc, il vient en postérieur, c'est un recurvatum. Il vient en antérieur, c'est un flessum. Sur l'axe longitudinal, la position du fragment proximal, la position initiale, mais il vient là, il est ascensionné. On dit qu'il y a un chevauchement, comme il peut tourner autour de cet axe une rotation externe ou une rotation interne. Donc, si c'était le latéral, le médial, il tourne comme ça, c'est rotation interne. Il tourne par là, c'est rotation externe. On a bientôt terminé notre description. On a précisé le siège, on a décrit le trait, on a précisé les déplacements selon l'axe transversal, longitudinal, de face et de profil. Ensuite, dans quelques mots, on va parler de la surface de contact. Donc là, on a un trait de fracture. Si les fragments sont comme ça, il reste quand même une surface de contact. On va donner le pourcentage de cette surface de contact de face et de profil. Est-ce qu'elle est supérieure, inférieure à la moitié? Parce que plus on a un contact, plus cette fracture aura plus de chances de consolider. Là, par exemple, c'est la moitié. Si c'était comme ça, c'est presque 80 degrés, 100%, 0%, etc. Voilà, c'est la surface de contact entre le fragment distal et le fragment proximal. Les lésions associées. Dans les lésions associées, il faut voir l'articulation sous- et sous-jacente. S'il y a une luxation, on analyse les tissus mous parce que s'il y a une fracture ouverte, on peut la deviner. Tissu mou. Bon, la fracture ouverte, c'est la clinique, mais quand on est devant une radiographie sans clinique, qui est le cas seulement dans les examens, mais la radiographie n'est jamais interprétée toute seule, mais dans un contexte clinique. Les lésions associées aussi, on va voir les os de voisinage, une autre fracture de voisinage. Voilà, une autre lésion osseuse. Après avoir fait le tour de cette description, on arrivera quand même à dire s'il s'agit d'une fracture stable ou instable parce que ça aura des répercussions
sur la décision thérapeutique. La stabilité d'une fracture dépend de plusieurs facteurs. Le nombre de fragments, le trait de la fracture, la surface de contact, le siège extra-articulaire, etc. Avant de passer à la conclusion, j'ai 2 remarques à ajouter. La première, c'est en rapport avec l'avulsion, qui est une fracture particulière. Donc, lors du traumatisme, il y aura une contraction active d'un muscle ou passive d'un ligament qui va générer une force de tension. Cette force de tension va arracher l'insertion de ce muscle ou de ce ligament. L'exemple qu'on peut donner, c'est celui de la styloïde ulnaire. Lors des fractures de l'extrémité distale de radius, la styloïde ulnaire est le siège d'insertion du ligament triangulaire qui sera à l'origine de son arrachement. La deuxième remarque, c'est en rapport avec le siège. J'ai oublié de la mentionner tout à l'heure. Dans une fracture des 2 os de la jambe, lorsqu'on a 2 traits, il est important de dire si les traits sont au même niveau ou à des niveaux différents. Voilà. Parce que le niveau, lorsque c'est le même et lorsque c'est différent, le mécanisme diffère. Le même niveau est dû à un traumatisme direct, une force par un mécanisme direct, tandis que lorsque le siège est différent l'un par rapport à l'autre, il s'agit d'un mécanisme indirect par torsion et les traits seront sphéroïdes. Voilà les 2 remarques que je voulais ajouter. On passe maintenant à la conclusion pour terminer notre description. On arrive à la fin de notre vidéo et de notre description. Donc, pour décrire une fracture sur une radiographie standard, on a une introduction, une description et on finit par une conclusion qu'on va voir juste après. Dans l'introduction, on a le titre, l'incidence en ayant à l'esprit la règle des 2. Et cette introduction, c'est ce qu'on demande autant que clinicien. On demande une radiographie précise, selon des incidences précises, en ayant à l'esprit la règle des 2. Puis on décrit, on utilise le terme solution de continuité. On précise le siège, on décrit le trait, le siège en ayant à l'esprit intra-extra-articulaire, le trait simple complexe, dans le simple 2 fragments, le complexe plus de 2 fragments, les déplacements selon l'axe transversal et longitudinal, de face et de profil. On parle de la surface de contact en pourcentage, les lésions associées, luxation, fracture ouverte, une autre lésion osseuse, pour arriver enfin à la conclusion. En arrivant à la conclusion, on utilise le terme fracture. On nomme
cette fracture, fracture de l'extrémité distale du radius, fracture du col fémoral, fracture du massif trochantérien. On fait un petit résumé des données de la description qu'on a trouvées et on termine par la classification de cette fracture. Cette approche systématique, cette analyse systématique qui aboutira à une description précise permettra la communication universelle entre les personnels de la santé. Donc, en communiquant avec un orthopédiste pour un avis, on ne risque pas de se tromper parce qu'on parle le même langage. On n'oublie pas que les déplacements du fragment distal par rapport au proximal, une radiographie est interprétée toujours dans un contexte clinique. Ne demandez pas des radiographies ni par excès, ni le contraire, c'est-à-dire il faut demander lorsqu'on a besoin. On est toujours orienté par notre clinique. On arrive à la fin de cette vidéo. MCL souhaite que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, des critiques, ils seront les bienvenus. Et voilà, on arrive à la fin. سدد الله خطاكم حفظكم ورعاكم